Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Fidèle au poste. Donc, moi, c'est Marianne. Moi, c'est Marie-Lou. Puis aujourd'hui, on reçoit Catherine Flynn. Marie-Lou, je vais te laisser la présenter. Oui. Aujourd'hui, on reçoit Catherine Flynn, qui est professeure au département des sciences humaines et sociales de l'UQAC. Elle est aussi à l'unité d'enseignement en travail social. Ses principaux champs d'intérêt en recherche concernent les violences faites aux femmes, l'itinérance, l'intervention féministe, l'intersectionnalité, la pauvreté et l'exclusion sociale. Elle termine actuellement une documentation sur la violence conjugale en milieu rural, sujet sur lequel portera davantage l'épisode d'aujourd'hui. On trouvait ça pertinent, en fait, d'avoir Catherine avec nous aujourd'hui, d'abord pour sa grande implication dans le mouvement féministe. En fait, on veut rien spoiler, mais on l'a toutes les deux eu là, comme professeure à l'université, puis on sait qu'elle a vraiment le féminisme de tatouer sur le cœur, ce qui est vraiment beau. Catherine est aussi impliquée auprès des maisons d'hébergement pour femmes, ayant déjà écrit des articles à ce sujet, puis s'impliquant aussi là, dans des conseils d'administration, des tables de concertation et bien d'autres. Nous tenons vraiment à te remercier là, d'être avec nous aujourd'hui. Catherine est en Zoom avec nous ce matin, donc si le son est un petit peu différent, c'est pour ça, mais on est vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, merci d'avoir pris le temps malgré ton horaire qui est très chargé, puis de venir nous partager aussi ton expertise. Bien, merci Marianne et Marie-Lou, ça me fait vraiment plaisir d'être invitée à votre balado. C'est vraiment un super beau projet. C'est un honneur pour moi d'être là. Puis c'est toujours des belles occasions là, de porter la parole des femmes là, qui ont participé à mes projets de recherche aussi. Donc, c'est moi qui est reconnaissante aujourd'hui. Merci. Parce qu'il faut savoir, quand on a lancé le projet aussi, ton nom est quand même venu vite là, dans notre brainstorm d'idées, mettons. C'est comme une évidence. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci. On a commencé tous nos derniers épisodes, dans le fond, avec cette question-là. Donc, on va te la poser, même si je viens quand même de spoiler un petit peu la réponse. Mais est-ce que toi, Catherine Flynn, tu te considères comme étant féministe? Puis si oui, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben oui, moi, je pense que c'est une des premières choses que je dis quand je commence mes sessions à l'université dans les cours, faire un espèce de statement de à partir d'où je parle lorsque je parle des problèmes sociaux, des violences faites aux femmes et autres. Donc, je fais toujours un positionnement féministe. Puis moi, ça fait quand même assez longtemps que je me positionne comme féministe à une époque où c'était beaucoup moins bien vu que maintenant, en fait. Puis moi, ça se traduit vraiment dans un engagement quotidien dans ma vie de femme, dans ma vie de mère, de la façon avec laquelle je pense mes amitiés, la façon avec laquelle je pense les rapports avec toutes les femmes autour de moi, les étudiantes aussi, la façon de vivre des rapports égalitaires au quotidien. Puis aussi de m'engager dans des projets de recherche qui vont vraiment servir à la transformation sociale, qui vont vraiment servir à nous émanciper nous collectivement, et aussi dans vraiment une prise en compte de mes angles morts. La question de l'intersectionnalité est vraiment importante pour moi. Moi, c'est la première fois que j'ai eu à réfléchir à mes angles morts, c'est autour de 2006 quand j'ai fait des focus group avec des femmes autochtones dans le cadre d'un projet de recherche qui portait sur la concomitance de la violence conjugale et des mauvais traitements envers les enfants. Et on avait fait des groupes de discussion avec des femmes autochtones à cette époque-là. C'était vraiment toute une prise de conscience de la façon avec laquelle le colonialisme vient vraiment forger le parcours de vie des femmes autochtones. Donc, c'est là que j'ai eu mes premiers contacts, en fait, avec l'intersectionnalité, puis de développer une vision intersectionnelle là, des violences faites aux femmes, mais aussi des possibilités d'émancipation des femmes. T'sais, on a comme une vision là, très ancrée de qu'est-ce que c'est, comment on doit se libérer, comment on doit vivre l'égalité, mais c'est pas universel non plus. Mm-hmm. Donc, ça fait partie des réflexions là, qui m'habitent là, depuis presque 20 ans maintenant. Donc, c'est cela. Mais oui, c'est important dans ma vie. Ça fait partie de ma carrière, ça fait partie de ma vie de femme, de mère, d'amie, de professeur. Donc, c'est ça. Mm-hmm. Ça transparaît vraiment. Puis c'est comme je le nommais, là, tu t'es déjà impliquée au sein de conseils d'administration des maisons d'hébergement. Fait que tu connais déjà une ressource comme la nôtre, en fait, comme est la maison Halte Secours. Puis, tu sais, nous, on avait vu que tu avais fait aussi des articles là, avec le regroupement, dans le fond, des maisons d'hébergement. Oui, en fait, moi, j'ai travaillé en partenariat avec l'Alliance de deuxième étape, le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, puis la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, donc les trois principaux regroupements au Québec. Donc, ça fait une collaboration de longue date. Donc, actuellement, j'ai un projet en cours qui est dirigé par Mylène Fernet au département de sexo de l'UQAM avec le regroupement dont la Halte Secours fait partie, là, qui porte plus spécifiquement sur les violences sexuelles en contexte conjugal. Donc, on travaille là-dessus. Et aussi, depuis 2015, je travaille avec la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes pour donner la formation aux intervenantes à l'intervention féministe intersectionnelle. Donc, j'accompagne là, depuis de nombreuses années là, les intervenantes dans les maisons à développer une approche réflexive par rapport à leur pratique,
pour améliorer l'inclusion là, des femmes qui sont à la croisée des oppressions dans les ressources d'hébergement. Donc, c'est un engagement là, que je poursuis puis qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Quand on est professeur en travail social, c'est toujours important là, de garder un pied dans la pratique et tout ça. Donc, moi, je suis pas membre de l'Ordre des travailleurs sociaux ou je suis pas dans la pratique, mais je suis vraiment dans l'accompagnement des intervenantes là, qui travaillent auprès des femmes. Puis, je m'implique beaucoup là, auprès des femmes avec qui je mène des projets de recherche. Donc, on travaille avec des approches collaboratives, participatives et tout. Donc, c'est ça qui vient vraiment m'animer dans ma programmation de recherche puis qui vient vraiment nourrir mon enseignement aussi. Puis ce qui est vraiment nourrissant aussi pour nous en tant qu'intervenante en maison d'hébergement, c'est le beau travail que vous faites, là, autant avec le regroupement qu'avec la FEDE, qu'avec les autres milieux. C'est tellement un beau milieu. C'est des milieux que j'apprécie beaucoup puis que j'aime beaucoup puis pour lesquels aussi je suis préoccupée pour la pérennité et autres. Mm-hmm. Puis actuellement, je termine aussi un projet sur les défis de l'intervention féministe en contexte régional. Donc ça, c'en est un. Ma subvention soutien à la relève professorale était pour documenter en fait les défis spécifiques à l'intervention féministe dans des régions en fait. Donc c'est un projet là qui se termine aussi là pour lequel je suis à l'étape là, de rédiger des articles là, pour sortir les résultats de ce projet-là. Donc ça aussi c'est intéressant puis ça aborde la question qu'on voulait aborder aussi aujourd'hui en lien avec la violence conjugale en milieu rural. Pour faire un petit peu de pouce sur ce que tu viens de dire là, sur ta recherche de violence en milieu rural, on aimerait savoir un petit peu là, tes motivations, puis les faits saillants, puis d'où part l'idée là, de ton projet de recherche. En fait, là, le projet de recherche, il portait pas spécifiquement sur la violence conjugale en milieu rural. C'est comme quelque chose qui a popé en cours de route. En fait, moi, j'ai eu 2 subventions, une du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, puis une du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture, avec Marie-Marthe Cousineau, pour documenter les liens entre l'itinérance des femmes et la violence conjugale dans les parcours de vie des femmes, plus globalement. Et dans le cadre de ces 2 projets-là, on s'est dit, la question des violences faites aux femmes, la question de l'itinérance, c'est souvent étudié presque exclusivement à partir des milieux urbains. Donc, on s'est dit qu'on allait aller chercher une certaine représentativité régionale là, dans le cadre de ces 2 projets-là. Donc, on est allé rencontrer des femmes dans une dizaine de régions de la province. Donc, on est allé en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, au Bas-Saint-Laurent, dans la Mauricie, dans les parties plus excentrées de la Montérégie. On a fait du terrain, effectivement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le nord du Québec. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est allé jusqu'aux îles de la Madeleine. Mm-hmm. Donc, on a fait 68 récits de vie avec des femmes dans le cadre de ces 2 projets-là. Puis on a rencontré plus de 250 intervenants ou intervenantes qui travaillent soit dans les milieux concernés par la violence faite aux femmes ou les milieux en itinérance. Puis, notre projet de recherche, en fait, portait spécifiquement sur la question de la violence conjugale, mais avec les femmes, on a fait des entretiens de type récit de vie. Puis, bien évidemment, on sait que les violences se présentent pas de manière séparée là, dans la vie des femmes ou se présentent pas de manière isolée. Souvent, une même femme peut avoir vécu un enchevêtrement de différentes expériences de violence au cours de sa vie. Donc, le fait d'avoir fait des entretiens de type récit de vie, ça nous a permis de documenter des enjeux liés aux violences sexuelles, la violence dans le logement, la violence conjugale. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que les récits des femmes qui viennent dans des régions ressources ou manufacturières ont des récits qui sont un peu différents ou qui ont une réalité spécifique comparativement à des femmes qui ont des parcours en violence dans la région de Montréal, par exemple. Notamment en lien avec le fait que c'est des communautés qui ont une faible densité démographique. Donc, les réseaux de proximité ils sont très présents dans la vie des personnes. Il y a des valeurs aussi traditionnelles qui viennent structurer un peu aussi la façon avec laquelle les femmes sont accueillies lorsqu'elles dénoncent des agressions à caractère sexuel ou est-ce qu'elles tentent de sortir de la violence conjugale. On s'est rendu compte aussi que dans les régions ressources manufacturières comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nord du Québec, la Côte-Nord, la Gaspésie, la division du travail, les entreprises et autres, les secteurs économiques sont très liés à des secteurs d'activité qui sont plus traditionnels mais dans lesquels les métiers masculins sont beaucoup mieux rémunérés que ceux des femmes. Donc, dans un contexte comme celui-là où le prix des logements est établi en fonction du salaire moyen et où il y a de très grandes inégalités socio-économiques et de revenus entre les hommes et les femmes, c'est
extrêmement difficile pour des femmes seules ou avec enfants de se reloger à la sortie d'une relation violente ou en raison aussi des distances à parcourir, tu sais, l'injonction à avoir une voiture, c'est un facteur d'appauvrissement aussi qui est supplémentaire pour les femmes. Donc, ça vient les précariser économiquement. Donc, il y a tous des scénarios et des complexités qui se présentent dans le cas d'un processus de sortie de violence conjugale, mais aussi lorsque des femmes dénoncent la violence conjugale ou des agressions à caractère sexuel dans des milieux qui sont teintés un peu par des valeurs traditionnelles, où il y a des importantes inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes, puis où, justement, des fois, on peut observer que des réseaux de solidarité vont s'articuler autour des hommes et faire en sorte que les femmes là, peuvent être maintenues dans des situations précaires ou dans des situations d'isolement. Puis ça fait beaucoup de liens, Marie-Lou, avec nos épisodes précédents, en fait, là, où on nommait là, des enjeux là, de vulnérabilité que les femmes pouvaient vivre, tant en contexte de violence conjugale que des inégalités sociales. Là, donc, ça prouve encore une fois qu'on était... Puis que de voir aussi, en fonction de leur région, ils peuvent être plus vulnérables que s'ils vivent en Grand Centre, exemple. Oui, puis ça crée des terreaux. Tu sais, moi, je me rappelle d'une participante qui résidait sur la Côte-Nord, qui expliquait qu'elle avait réussi à se... Tu sais, j'aime pas ça dire réussi, mais tu sais, les femmes, souvent, ils le présentent comme ça, à mettre un terme à une relation violente. Et elle avait maintenu ses liens d'emploi et tout ça, mais elle avait pas réussi à trouver un logement à proximité de son lieu de travail. Donc, elle habitait à peu près, elle devait faire 40 minutes de voiture pour pouvoir aller travailler. Et elle avait pas les moyens de se procurer une voiture dans le contexte de la séparation et de tout ça. Donc, elle demandait à son ancien conjoint des transports pour pouvoir... Donc, c'est des situations comme celle-là qui font en sorte que les femmes restent quand même maintenues dans des situations où elles s'exposent à continuer de vivre du contrôle ou autre. Puis, on le voit, même si les femmes quittent dans un contexte régional où les femmes vivent des importantes inégalités, mais la possibilité de remettre sa vie sur les rails à la sortie d'une relation violente ou de se faire un nouveau partenaire rapidement pour pouvoir mieux réussir à joindre les deux bouts ou maintenir des contacts avec l'ancien conjoint pour se rendre des services, faire des transports ou en lien avec les enjeux liés à la garde des enfants. Mais ça crée des contextes qui sont propices à de la violence post-séparation aussi. Donc, c'est des réalités qu'on observe qui sont présentes puis qui viennent, puis auxquelles on ne parle pas aussi toute la question de la pauvreté et des inégalités économiques dans notre angle mort lorsqu'on parle de violence conjugale, par exemple, ou de violence faites aux femmes. Les scénarios de sortie sont pas les mêmes, ils sont très structurés par l'économie, le contexte du marché locatif, l'accessibilité à un logement social dans les différentes régions. Là, on a ça un petit peu dans notre angle mort, puisque nos travaux là, viennent illustrer. Ça, c'est même si la femme elle a l'affirmation, même si elle s'affirme auprès de son conjoint pour mettre un terme, c'est triste de voir qu'il y a quand même des enjeux qui peuvent quand même créer des obstacles là, sur son affirmation puis sur le fait que elle se choisisse. Puis que son désir, c'est le maintien de la rupture, mais qu'elle peut juste pas non plus. Puis c'est comme tu nommais, ça maintient la dynamique de violence post-séparation qui en tout cas chez nous, à Alta Secours, un drapeau rouge souvent qu'on va lever là, quand il y a de la violence post-séparation. Ben oui, puis par rapport avec les données de recherche dont je vous parle, on vient de lancer un article là, il y a quelques mois là, dans la revue Intervention sur des stratégies des conjoints, des stratégies de domination économique puis la violence post-séparation des conjoints qui vont contribuer à appauvrir les femmes. Puis les conjoints, là, ils sont super créatifs pour maintenir leur contrôle dans un contexte post-séparation, puis notamment dans un point de vue économique. Là. Dans ce projet-là, on a des conjoints qui ont quitté leur emploi pour pas verser de pension alimentaire. On a beaucoup de conjoints qui ont endommagé la voiture de la femme. Je trouve que c'est une symbolique tellement importante dans un contexte régional où l'injonction à la voiture, c'est vraiment nécessaire pour l'autonomie des femmes, pour maintenir des activités économiques, pour être liées à leur réseau social puis que leur outil de liberté soit attaqué par un ancien conjoint. Je trouve que c'est particulièrement parlant. Puis on a des participantes aussi là, dans le cadre de notre projet de recherche en itinérance que leur voiture, c'était leur maison. Là. On s'entend qu'il y a ça aussi. Là. Il y a cette dimension-là auquel on pense pas nécessairement. Mais les stratégies, les conjoints sont super stratégiques pour continuer de perpétrer du contrôle en contexte post-séparation. Mais aussi, tout le contexte régional aussi, puis les inégalités sociales qui sont présentes viennent vraiment renforcer ce que vous appelez dans les maisons d'hébergement les ruptures évolutives. Donc, les in and out dans une relation violente. Tu sais, des fois, les femmes, elles vont choisir de manière tout à fait stratégique de dire, qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que c'est d'être séparée de mon enfant ou est-ce que c'est d'être loin de plus pouvoir travailler, de plus pouvoir
interrompre mes activités ou de pas arriver à être capable de joindre les deux bouts ou de rester dans une relation violente. Tu sais, des fois, c'est l'espèce de faux choix auquel les femmes sont confrontées. Donc, ça vient aussi là, expliquer un peu le phénomène des ruptures évolutives aussi, là. Puis si on se réfère, là, mettons, au principe d'intersectionnalité, là, est-ce que tu pourrais dire, mettons, que le fait d'être dans une région éloignée pourrait être comme un facteur vulnérable supplémentaire dans ce concept-là, ou bien tu l'associes pas nécessairement à ça? En fait, dans la façon avec laquelle on pense l'intersectionnalité, c'est surtout les grandes catégories comme les enjeux liés à la classe sociale, les enjeux qui sont liés au racisme, au colonialisme et les enjeux qui sont liés au genre. Et dans la façon avec laquelle on pense en lien avec l'intersectionnalité, à l'heure actuelle, on théorise trop peu les tensions et les inégalités qu'il y a entre les milieux, je vous dirais peut-être plus ruraux, mais j'aime pas ça utiliser le concept de ruralité. Là. J'aime surtout utiliser, dans notre cas ici, là, région manufacturière, région ressources, aux milieux éloignés, aux milieux à faible densité démographique. Donc, on théorise très peu les inégalités entre ces milieux-là et les milieux urbains. Il y a vraiment un rapport de pouvoir inégal entre les milieux qui sont plus éloignés puis les milieux urbains. Puis c'est surtout théorisé dans le champ de la géographie critique et autres, mais dans le champ des études féministes, ça, c'est très peu théorisé. Et la façon avec laquelle ces inégalités-là viennent structurer le vécu des femmes, à mon sens, c'est insuffisamment documenté à l'heure actuelle. Donc oui, ça doit faire partie de nos réflexions qu'on doit avoir dans nos milieux féministes et ça fait partie aussi des réflexions qu'on doit avoir par rapport à la question de l'intersectionnalité. Puis on l'aborde un peu par la bande quand on pense au vécu des femmes autochtones, par exemple, en lien avec les communautés ou autres. Le développement économique est pas dépourvu de colonialisme non plus. Donc, quand on pense à tout le développement du nord du Québec ou la façon avec l'économie est articulée là, dans des régions comme celle-là, donc bien effectivement, ça reproduit aussi du pouvoir envers les communautés autochtones. Donc, dans une vision intersectionnelle, on doit aussi considérer de quelle manière les femmes autochtones spécifiquement sont concernées. Dans une perspective intersectionnelle aussi, au-delà des inégalités économiques entre les hommes et les femmes, c'est important de savoir que quand on parle des inégalités de revenus entre les hommes et les femmes, que chaque dollar gagné par un homme, ça équivaut à tant de sous gagnés par une femme. Mais si on isole, par exemple, les femmes issues de l'immigration ou les femmes noires et racisées ou les femmes autochtones, ben le chiffre baisse encore plus. Donc, ce sont celles qui sont encore le plus à risque de vivre des inégalités économiques là, comparativement aux hommes. Donc, c'est important de garder ça aussi dans notre angle mort. Là. Donc, toute la division. En fait, on peut pas lutter contre la violence faite aux femmes de manière générale sans lutter contre les inégalités socio-économiques qui affectent les femmes et les différents sous-groupes de femmes. Donc, on peut pas nier la division sexiste du travail, puis j'ajouterais la division sexiste et raciste du travail. L'intersectionnalité nous amène à travailler la diversité des luttes. Là. Donc, je pense que c'est des luttes qu'on doit mener de front là, pour faciliter les processus de sortie des violences faites aux femmes. Au-delà de l'affirmation et au-delà de l'empowerment et de l'autodétermination des femmes, je pense qu'il faut que la structure qui tient autour des femmes suive. Là. Les femmes peuvent pas être les seules responsables de leur sécurité puis de la stabilité de leurs conditions de vie. Je pense qu'il y a des arrangements structuraux qui doivent être mis un peu autour d'elles là, pour faciliter tout ça. 100%. Puis on t'entend parler, puis on voit que tu as beaucoup là, d'expertise dans le domaine, justement, auprès des femmes féministes, auprès de la violence aussi. Puis c'est comme un peu, on nommait là, au début que tu avais d'autres travaux quand même de recherche qui avaient déjà été faits, en fait. Est-ce que tu vois quand même un lien avec le projet que tu viens de terminer, qui avait quand même une sphère là, de violence en milieu, je sais que tu n'aimes pas rural, éloigné. Puis mettons tes autres projets de recherche. Ben, je vous dirais en fait là que pour moi là, ça a été vraiment une prise de conscience. Dans ce projet-là, il y a comme eu un turning point. Là. C'est un peu les résultats qui ont émergé de ce projet-là aussi qui m'a amené à vouloir documenter les défis spécifiques de l'intervention féministe en contexte régional. Je vous dirais que c'est vraiment comme pas un point de rupture dans mon parcours, mais une espèce de nouvelle voie, puis qui vient aussi avec le fait que en 2018, j'ai été embauchée à l'UQAC, donc de devenir professeure dans une université régionale. Ça vient aussi avec une espèce de statement politique que c'est important de produire des savoirs ici des régions, que c'est important de produire de la recherche de qualité dans les milieux régionaux, de s'impliquer dans ces milieux-là. Donc, je vous dirais que c'est pas nécessairement tant que ça dans la continuité avec les travaux précédents qui étaient réalisés, là, surtout dans la région de Québec ou dans la région de Montréal, mais vraiment dans une volonté de mettre en lumière les réalités qui sont vécues en contexte régional, de produire des savoirs de qualité à partir d'une université régionale.
ça s'inscrit aussi dans une lutte, le mot est peut-être fort, là, mais j'ai envie de l'utiliser quand même, là, mais dans une lutte contre l'hégémonie là, des savoirs qui sont produits dans les milieux urbains. On dirait que je suis toujours fière de produire des savoirs de qualité qui mettent de l'avant des réalités régionales à partir d'une université de région. Là. En tout cas, ça s'inscrit là-dedans. C'est une belle implication de ta part aussi, là, tu sais, que c'est ça, il y en a toujours moins quand même des savoirs, là, tu sais, tirés à partir des milieux comme les nôtres, mettons. Surtout faites par une femme, pour les femmes, tu sais, c'est beau de voir ça. C'est encore plus beau. Ah, merci. Merci, mais tu sais, mais c'est vrai, tu sais, on est éloigné des principaux. Tu sais, le financement de la recherche étant ce qu'il est, là, c'est cette réalité-là aussi, tu sais, les subventions vont à ceux qui publient le plus, qui font graduer le plus d'étudiants. Donc, c'est difficile pour les universités en milieu régional de compétitionner dans cette logique-là. Puis, tu sais, moi, je suis super fière actuellement là, d'avoir En fait, il y a eu un appel de projet au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada par rapport aux violences basées sur le genre puis les processus de sortie. Puis, spécifiquement, ce projet-là est réalisé à Québec et à Montréal, malheureusement, mais un de mes objectifs et un de mes rêves pour ce projet-là, c'est qu'on puisse, une fois qu'on va avoir fait un espèce de pilote par rapport à ça, c'est de le disperser dans d'autres régions de la province pour pouvoir documenter les trajectoires des femmes. Donc, c'est comme s'il fallait toujours un peu qu'on débroussaille, qu'on commence par documenter une réalité en milieu urbain, puis que par la suite, on essaie de sortir des sentiers battus. En tout cas, il y a comme une espèce de relation d'interdépendance là, qu'on a par rapport au milieu urbain, qui fait que des fois, dans les universités régionales, ça passe un peu en deuxième lieu. Là, donc, c'est ça. J'ai comme le bassin comme est le moins désir grand. de poursuivre. Oui, le bassin, le bassin est moins grand, mais aussi, c'est comment dire, tu sais, une subvention en amène une autre, tu sais, des réseaux, des publications, etc. Fait que c'est d'essayer de créer cette vie-là là, à l'UQAC. Puis je pense qu'on essaie de bien le faire aussi. Puis nos étudiantes sont mobilisées là, dans une réflexion féministe. Donc moi, je profite beaucoup de ça aussi, là, d'avoir des étudiantes allumées, stimulées, intéressées, intéressantes et éveillées là, par rapport aux enjeux féministes en région. Puis on entend que tu as vraiment l'air d'avoir la région sur le cœur, mais toi, tu viens-tu de la région? Oui, moi, je suis native de Chicoutimi. Tout à l'heure, tu sais. Mais c'est super drôle parce que tout à l'heure, vous me posez les questions sur le féminisme, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Tu sais, moi, j'ai vraiment commencé à m'affirmer comme féministe rendue à l'université. Mais mes réflexions féministes ont commencé alors que j'étais au Saguenay, au séminaire de Chicoutimi, parmi les premières cohortes de filles acceptées au séminaire de Chicoutimi. Donc, moi, j'étais pas dans la première cohorte. En fait, moi, c'est quand je suis rentrée la première cohorte graduée, en fait. Donc, on était là comme encore dans les débuts là, de l'arrivée des filles au séminaire de Chicoutimi. Puis, à cette époque-là, clairement, on le voyait, le personnel enseignant agissait. Tu sais, le personnel enseignant qui avait connu vraiment l'époque des garçons avait encore une attitude qui était un peu... Tu sais, moi, je sentais qu'il y avait un traitement différencié à l'époque. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir des réflexions vraiment sur, OK, c'est quoi être une fille dans un milieu d'hommes? C'est quoi être une femme dans un contexte régional ou autre? À observer aussi le vécu de ma mère, de mes tantes, de la belle famille, ce genre de choses-là, d'avoir des réflexions un peu là-dessus, d'être dans une posture plus d'observation là, pendant ma jeunesse par rapport à ça. Donc, j'ai la région qui est le féminisme assez tatoué sur le cœur. Oui, ça, puis on l'entend, puis c'est vraiment beau. Pour des raisons techniques, on a dû changer de méthode de communication. Donc, le son un petit peu va changer. Petit problème technique, là, ça arrive. Donc, Catherine, là, avec la montée du mouvement masculiniste et les discours antiféministes qu'on entend de plus en plus souvent ces temps-ci, là, est-ce que tu trouves que nos droits et notre liberté sont en danger? Oui, bien, c'est sûr que le climat social n'est pas très bon actuellement pour les femmes non plus. Moi, je suis inquiète pour les personnes aussi issues de la diversité. Donc, ça, oui, d'une part, c'est quelque chose que je trouve préoccupant, qui me fait peur aussi en tant que mère pour les jeunes femmes aussi, de voir justement d'avoir la crainte que celles qui vont nous suivre, est-ce qu'elles vont être moins libres que nous? Ouais. Donc, ça, c'est ça que c'est des questions qui m'animent. Mais j'ai envie de dire que à l'heure actuelle, moi, comme prof en études féministes, je ne vois pas de différence par rapport à avant. Okay. Parce que même avant les Andrew Tate de ce monde, on tentait quand même de nous faire peur, de nous silencier. Nos travaux de recherche subissent souvent des critiques. On se fait souvent discréditer ou autre en se disant qu'on est biaisé, qu'on produit pas des connaissances qui sont neutres. Les épistémologies critiques, elles sont là aussi, elles sont légitimes. Elles existent. Comme prof en études féministes, nous, les backlash étaient déjà présents avant les Andrew Tate de ce monde. On recevait déjà des mamans,
On se faisait déjà challenger sur nos sujets de recherche. Donc, je vous dirais, pour moi, personnellement, puis mon travail de chercheuse en études féministes, c'est pas différent par rapport à avant. Mais c'est juste que dans l'espace public, c'est rendu plus visible. La haine envers les féministes, la misogynie envers les femmes, il y a un discours complètement décomplexé par rapport à ça ou par rapport à tout ce qui n'est pas homme genre, en fait. Donc, ça, c'est présent, mais en lien avec les ressacs envers les féministes et autres, et surtout en région aussi, ça, c'était déjà présent avant. C'est un retour aux valeurs traditionnelles puis au rôle traditionnel aussi, ça, on en entend beaucoup parler. Là. Oui, exactement, mais ça aussi, c'était présent déjà avant. Là, c'est plus décomplexé, c'est plus ouvert, c'est plus diffusé sur les réseaux, mais avec des porte-paroles qui sont forts. Mais c'était des idées qui étaient déjà présentes avant, puis on a toujours historiquement essayé de faire taire les féministes. Fait qu'est-ce que tu as l'impression qu'en ayant cette crainte-là, va comme falloir mettre en tant que féministe les bouchées doubles un peu? Je pense que ça fait longtemps qu'on se dit qu'on doit mettre les bouchées doubles. En fait, au Québec, depuis Polytechnique, on dit ça à chaque année, on se renouvelle, on se rappelle les mots d'Andrea Dworkin, toute à Polytechnique, qui disait qu'à tous les jours de notre vie, les féministes, on devait être la femme que Marc Lépine voulait assassiner. Donc, c'est depuis 89 qu'on se dit qu'on doit mettre les bouchées doubles comme féministes. Donc, c'est ça qu'on doit continuer de s'engager, de se mobiliser et de garder une voix forte, mais en même temps, tout en étant consciente des coûts qui sont liés à cette expression-là, puis les ressacs auxquels on s'expose aussi. Je trouve que surtout dans un contexte régional, ça demande beaucoup de courage de porter une voix féministe. C'est déjà le cas avant, mais je trouve qu'à l'heure actuelle aussi, ça demande particulièrement du courage. Selon ton expertise, puis un peu tout ce qu'on vient de parler, selon tes recherches, en fait, selon toi aussi, selon ton opinion, est-ce qu'il y a des actions, des petits gestes là, au quotidien qui pourraient être posés là, par tous et toutes pour tendre davantage vers la mission du mouvement féministe, qui est vraiment d'avoir l'égalité des sexes? En fait, c'est de rester vraiment éveillé par rapport à toutes les inégalités sociales, pas seulement celles qui sont vécues là, d'un point de vue très personnel dans la vie des femmes. Toutes les femmes qui dénoncent des situations d'abus, d'agression qu'elles vivent aussi, d'être solidaires avec les femmes qui prennent la parole et de pas participer à la complicité avec des hommes agresseurs ou avec les réseaux qui soutiennent aussi ces personnes-là. Je pense qu'on a besoin de solidarité, on a besoin de douceur, on a besoin d'être présentes les unes pour les autres dans un contexte où on s'expose à énormément de ressacs et de conséquences lorsqu'on dénonce des situations difficiles comme celle-là. Donc, c'est des gestes quotidiens qui sont simples, comme être une bonne amie, une bonne sœur, une bonne cousine, une bonne mère, une bonne fille pour les femmes autour de nous, de se soutenir entre nous, de pas céder aussi à la compétition. La compétition, c'est une stratégie du patriarcat là, pour nous diviser puis d'être capable. Je sais pas si les analystes du film Barbie là, l'ont vu comme celui-là, mais quand Barbie décide de placer les Ken en compétition les uns envers les autres, moi j'ai trouvé ça extrêmement brillant. C'est comme wow, la stratégie patriarcale exposée, vraiment utilisée contre eux. Donc je pense que ne pas céder à la compétition puis vraiment rester dans une logique de solidarité, c'est une des choses qu'on peut faire à tous les jours de notre vie, dans toutes nos interactions avec nos collègues, nos amis, nos sœurs, pour pouvoir s'émanciper collectivement de la violence qu'on subit. 100%. Fait que, si on le voit que c'est pas nécessairement en sortant dans les rues, en allant... il en faut toujours là, des militantes, puis on en veut. T'sais. Mais je veux dire, des fois, juste des gestes comme ça, comme tu viens de nommer, là, ça fait une grande différence. Exactement. C'est de choisir, en fait, la portée qu'on veut avoir pour nos gestes. T'sais. On peut avoir cette portée féministe-là autour de nous dans notre façon de gérer nos relations interpersonnelles les unes envers les autres. Donc, puis de pas minimiser comment ça peut inspirer les autres personnes autour de nous. C'est ça que je nous encourage. C'est les souhaits pour 2025. Mais 100%, ça commence bien l'année. On le souhaite également. On te remercie beaucoup, Catherine, de ta présence aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment apprécié. Puis d'avoir accepté, là, tu sais, on sait qu'en tant que professeur à l'université, là, les recherches, puis ta vie de maman et ta vie en général, en fait, là, ton horaire doit être super chargé. Donc, ça nous touche vraiment là, de voir que tu as pris le temps pour nous. Moi, c'est moi qui est touchée que vous ayez pensé à moi pour le podcast. C'est toujours le fun d'avoir de vos nouvelles. Puis de voir aussi qu'on a des étudiantes qui continuent de s'impliquer dans les milieux féministes aussi. Là, moi, ça me nourrit l'espoir de discuter avec vous. Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Donc, merci tout le monde d'avoir été à cet épisode de Fidèle au poste. On va se revoir dans un prochain épisode. Bye! Merci, bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.